qu'est-ce qui a provoqué chez moi cette envie de m'exprimer par la parole? Ça m'a évoqué des choses, donc j'ai pris quelques notes. Alors, en dehors du fait que ce choix de la parole, à mon avis, ne relève pas d'une originalité extraordinaire, je crois que c'est assez répandu quand même comme moyen de s'exprimer dans les populations humaines, bien plus, en tout cas à ma connaissance, que le paix ou les gargouillis intestinaux. Singulièrement, ça me fait penser à une étude dont j'ai eu connaissance récemment dans le cadre de mes activités de coach et qui disait que la majorité des personnes exprimaient leur plus grande peur, avant même la peur de mourir, eh bien c'était la peur de parler en public. Et moi ça m'a fait sourire parce que paradoxalement, bien avant ma peur de mourir, et même je pense qu'on pourrait intercaler 2-3 autres terreurs entre les deux, eh bien il y a ma peur de ne plus pouvoir parler, notamment en public. Et ça c'est quelque chose qui remonte à il y a très longtemps. J'ai un rapport assez passionné avec la langue, c'est même de l'amour. On s'est aimé tout de suite, voilà. Ça m'a valu d'être toute ma scolarité durant taxée de bavardage dans mes bulletins scolaires, comme si on pouvait réduire, voilà, à ce mot grossier l'expression impérieuse de mes idées, de mes rêves, de mes révoltes, de mes imaginaires et de mon urgence à communiquer avec les autres. Toute jeune déjà, alors que je commençais à peine à parler, et j'ai parlé très tôt, et j'ai parlé très tôt beaucoup, ce qui a fait que je me suis d'ailleurs beaucoup ennuyée à la crèche, puisque les autres enfants, pour la plupart, s'obstinaient à ne pas vouloir me répondre en phrases intelligibles, ce que j'avais du mal à ne pas prendre pour un dédain qui m'était destiné, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est passé quelque chose, une anecdote qui est restée un peu connue dans l'histoire familiale, alors que à la télé, quand il y avait par exemple des images de guerre, ça me laissait parfaitement indifférente. Là, je suis tombée sur une scène vraiment terrifiante. Donc je vous peins un peu le tableau, c'était probablement un téléfilm policier français, et là, un personnage était bâillonné. Et à la surprise générale, cette fois j'ai paniqué. Je me suis mise à trembler, je me suis mise à hurler, à pleurer et je demandais mais pourquoi, comment est-ce qu'on peut avoir une idée de faire un truc pareil? Pourquoi est-ce qu'on l'empêche de parler? Parce que ça précisément pour moi, c'était inimaginable, c'était terrifiant qu'on puisse m'empêcher de m'exprimer. Et puis plus tard, je me suis brouillée, une dispute d'amoureuse quoi, avec cette langue que j'aimais tant. Du moins avec ce que des hommes du XVIIe siècle en ont fait. Alors c'est une scène dont je me souviens très bien, qui a vraiment marqué mon enfance. On est en CE1, c'est le début de la rentrée scolaire, en cours de grammaire. Et là l'instituteur prononce cette phrase assassine en français, et pas en française, vous aurez remarqué toute la nuance. En français, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc là, un ange mauvais est passé dans la classe. Certains garçons ont ri de cette victoire, pour laquelle ils n'étaient pour rien. Et nous, les filles, dans la débâcle, on est restés sidérés. Moi, je sentais monter la colère, alors j'ai levé la main, ou était-ce déjà le poing, et j'ai demandé « mais pourquoi ?» Et là, l'instituteur m'a fait cette réponse inique et médiocre qui devait m'agacer souvent de la part des adultes paresseux, et il m'a répondu « eh bien parce que c'est comme ça ». Alors cette réponse ne m'a jamais bien suffi, donc j'ai continué à demander, donc si je comprends bien, ça veut dire que si dans une pièce il y a 1000 filles et un garçon, alors on doit dire « il ». Et là l'instit me répond « voilà c'est ça, t'as bien compris ». D'accord, donc 1000 filles peuvent disparaître derrière un seul garçon, et moi je suis une des 1000. La langue me devenait hostile. La parole m'avait trahi. Alors je devais me réconcilier avec elle et l'apprivoiser, mais bien longtemps plus tard. Alors justement, en 2012, je suis dramaturge, comédienne, metteuse en scène, et je m'attelle à réécrire les contes qui ont bercé notre enfance jusqu'à nous donner le mal de mer. Et donc je veux les réécrire de manière égalitaire, de manière féministe. Et puis je veux écrire cette première phrase qui commence les histoires de chez nous, que vous connaissez très bien. Et là, ma plume bute sur le premier mot et se refuse à l'écrire. Il y a 2 lettres qui se dressent là devant moi, comme une cerbère bicéphale au tiers décapité,
deux ennemis comme ça, totalement inattendus. Et donc je me demande, mais qui est ce il? Dans il était une fois. Vous voyez, en plus, c'est pas très logique. Et puis je continue à réfléchir et je me rends compte qu'en fait, c'est le même type, le même il là, qui caracole, par exemple, dans quelle heure est-il? Alors qu'on dit 1 heure. Pourquoi? Ou alors dans il neige, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, alors qu'on dit la neige, la pluie, la cyprine. N'est-ce pas? Et alors, je pouvais, féministement pas, commencer ma pièce en laissant s'y introduire cet individu aussi encombrant. Donc j'ai écrit « Elle était une fois ». Et là, j'ai commencé à me réapproprier la langue. De l'urgence de dire ce que je pense par la parole, est née l'urgence de dire la parole comme je la pense. Parce que ce qui se combat bien s'énonce clairement. Et le sexisme aussi, particulièrement. Parce que la langue n'appartient pas à ces messieurs riches et blancs de l'Académie, mais à l'humanité qui la parle, qui l'aime et qui la transforme pour la faire correspondre à ses rêves de justice et d'égalité. La langue, elle évolue, elle se précise, elle vit. Et c'est bien là la condition de sa survie. Merci.